Alors, professeur, nous allons aborder la deuxième partie de notre entretien. On va parler plutôt de la CEDEAO et des pays en crise dans notre sous-région. Il s'agit de l'Alliance des États du Sahel. Alors, quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette crise au Sahel par la CEDEAO, pays où il y a des coups d'État? La CEDEAO est le reflet aujourd'hui de la crise profonde qui sévit dans la sous-région. Dans chaque pays. Si ça continue comme ça, Oui. elle va disparaître, la CEDEAO. Elle n'arrive pas à résoudre véritablement les problèmes. Et elle se focalise surtout sur les questions politiques, au détriment des questions qui me paraissent fondamentales, comme l'éducation. Dans la sous-région, il y a des pays où l'école ne fonctionne plus. Le Mali depuis très longtemps. Le Burkina Faso aujourd'hui, les écoles ferment, les jeunes ne se retrouvent plus à l'école. Et les questions de santé et l'agriculture, c'est-à-dire les bases et les fondements d'un développement et d'une unité, c'est ça que nous devons construire. J'ai entendu un jour un grand spécialiste, Doudou Sarr, c'était un grand militant trotskiste, mais en même temps qui a été à un moment donné ministre de l'intégration africaine. Et il avait pensé, il avait invité dans le Pentum Work, il a fait un exposé sur ce que doit être l'organisation de l'intégration. Et il pense qu'il faut reconstituer l'intégration à partir de certains centres d'intérêt, comme par exemple les pasteurs. Il faut regrouper les pasteurs, qu'ils s'organisent, qu'ils se parlent. Les agriculteurs, idem. Et je pense que c'est par cercle concentrique que nous devons bâtir une force d'intégration réelle en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ne sont visibles que les décisions politiques dans la CEDEAO. Et ces décisions politiques, en général, c'est dans des moments de crise et c'est toujours pour exclure. On exclut parce qu'il y a eu un coup d'État. Les coups d'État ne sont jamais bons. Mais il faut parer toujours à ce qui est à l'origine des coups d'État. Les causes. Les causes. Plutôt que de traiter les conséquences. Les conséquences, ça ne marchera pas. Et quand on voit, par exemple, je prends le cas du Mali. Le Mali, la seule expérience concluante, véritablement, de démocratie, c'est avec Alpha Omar Konaré. Mais après, on s'est retrouvé avec Tourani Touré, mais qui n'a pas été su relever le défi. Et c'est la période où, à mon avis, la crise a commencé avec tout ce trafic de drogue, de ci, de ça, qui déstructure et déstabilise les sociétés. Il s'est retrouvé lui-même sous le coup du coup d'État. Parce qu'il n'avait pas les réponses. Et l'école ne fonctionnait plus, l'université, tout ça. Et après lui, on a eu des transitions, les Jokunda, Traoré, tout ça. Mais à Sanogo, et on est allé chercher Bandao. Oui. Et tout ce monde-là n'avait pas de réponse. Et ce qui s'est passé au Mali, c'est que quand il y a eu cette espèce de soulèvement populaire avec l'imam Diko, tout ça, et tous les partis politiques qui s'est réfugiés derrière l'imam Diko. Mais à un moment donné, je crois, si les gens sont réalistes, ils doivent s'arrêter pour négocier et discuter. Mais il ne faut pas toujours pousser le bouchon jusqu'au fond. Il faut toujours aménager des places de discussion. Et qu'est-ce que l'imam Diko a fait? Quand il y a eu les problèmes, il s'est retiré en disant qu'il retourne à sa mosquée. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah oui. Il devait apporter les réponses et continuer à se mettre au devant de la scène, se sacrifier pour que la transition puisse réussir. Laquelle transition? L'actuelle transition? C'est-à-dire n'importe quelle transition. Okay. C'est-à-dire il devait pas se retirer en disant je vais dans ma mosquée. Et là, il est allé en Algérie. Les militaires ne sont pas contents. Oui. Et ça peut se retourner contre lui. Parce qu'il devait construire cette force. Vous savez, parfois, il y a des moments où on n'est pas sûr de survivre à des forces qu'on a mises en mouvement. Vous savez, en Europe, la révolution de 1789, pourquoi on disait qu'à la révolution, mangeait ses enfants? Parce que quand on soulève des forces, on n'est pas sûr de pouvoir survivre avec ces forces. Il faut les canaliser. Il faut les canaliser, il faut continuer à se battre avec ces forces-là. Et malheureusement, il est parti et tout d'un coup, le mouvement s'est trouvé orphelin avec quelqu'un comme Maïga, oui,
Lui, il a été de tous les pouvoirs. Il a connu, il était un peu avec Moussa Traoré, avec tout le monde. C'est-à-dire, ce leadership-là, il faut un leadership constant. On ne peut pas être avec n'importe qui, avec tout le monde et continuer. Non, il faut un leadership constant. C'est ça qui n'existe plus aujourd'hui. Avant, quand quelqu'un était de tel parti, il restait dans son parti. Le parti il se retrouve dans l'opposition. Il va continuer à se battre dans l'opposition. Il faut avoir un idéal. Alors, au Mali, c'est ça le grand problème de ce pays-là. C'est-à-dire, le leadership, et Maïga faisait partie de ce leadership, il s'est retrouvé aujourd'hui Premier ministre. C'est vrai, mais avec les forces militaires, c'est parce que aussi la CEDEAO n'était pas vraiment intervenue à un moment donné pour non seulement arrêter les dérives autoritaires et familiales, parce que la famille de Ibeka était trop impliquée dans la gestion du pouvoir. Sa femme, il avait nommé ministre les beaux-frères de sa femme, ils n'étaient pas 1, 2, 3. Il avait ses fils, ses enfants, et c'est ça, à mon avis, que la CEDEAO n'a pas dénoncé, et qui fait que la CEDEAO n'a pas la crédibilité qu'il faut pour défendre la démocratie dans notre... C'est vrai pour là-bas, c'est vrai pour le Burkina, et qu'est-ce que pouvait faire Kaboré devant une crise pareille? Et je crois qu'on manque de solidarité. Quand les gens sont dans des situations extrêmement difficiles, la CEDEAO devrait intervenir d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'elle a aussi les moyens de le faire? L'Union africaine n'a pas les moyens, à fortiori la CEDEAO. Et pourtant, les ressources ne manquent pas en Afrique. Elle a au contraire imposé des sanctions qui asphyxient le peuple et l'économie. Et c'est ce que je dis, par exemple, je l'ai même dit ailleurs. J'explique que des gens qui n'ont jamais voyagé, les grandes puissances les sanctionnent en disant qu'ils ne peuvent plus... Ils n'ont jamais pris l'avion. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Rien du tout. Par contre, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est voir, anticiper sur les coups d'État. Il faut non seulement anticiper sur les coups d'État, mais faire de telle sorte que, quand il y a coup d'État, même si on les sanctionne symboliquement, qu'on ne les pousse pas, aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé au Mali, au Burkina, et ils sont en train de se réunir, et peut-être pour quitter la CEDEAO. Et si tous ces pays quittent la CEDEAO, qu'est-ce qui va rester? On voit un pays comme le Bénin qui commence à négocier, le Togo qui commence à négocier. Qu'est-ce qui va rester? Le Togo n'a jamais été avec la CEDEAO dans le cadre de cette crise. Oui, absolument. Un peu. Parce que aussi, c'est comme le Sénégal, quand on a demandé au Sénégal de sanctionner le Mali, alors que l'économie du Sénégal et l'économie du Mali sont intimement liées, ça posait beaucoup de problèmes aux transporteurs, à beaucoup de gens qui vivaient de ça et qui n'étaient pas peut-être dans les institutions. Aujourd'hui, les institutions aussi doivent coller aux besoins des populations. Avant de prendre des sanctions radicales comme ça, il faut voir quelles conséquences ces sanctions vont avoir sur les populations. Parce que là, je crois que le Bénin souffre peut-être beaucoup plus que les Nigériens. On a une frontière avec le Niger, notre port dépend à 80% du Niger. C'est ça. Talon est obligé de sortir, même ouvrir les frontières sans que la CEDEAO... C'est ça, c'est-à-dire quand on pense que ces pays-là, on va les asphyxier, n'ont pas de moyens, ils vont aller à Canossa, on perd son temps parce qu'on est tous liés. Oui. Tout dépend, par exemple, quand il y a eu les sanctions au moment de la Tabaski, le Sénégal a commencé à se poser des questions sur les moutons de Tabaski, qui devaient venir généralement du Mali, peut-être même au-delà. Et ça pose problème. C'est-à-dire, la CEDEAO ne peut plus continuer à fonctionner. Il faut repenser l'intégration de mon point de vue. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'organisation des populations, la CEDEAO des peuples qu'il faut absolument construire. Et que un autre problème qui se pose à la CEDEAO, c'est que la plupart des personnalités qui sont nommées à des fonctions politiques au sein de la CEDEAO, ce ne sont pas forcément des gens qui ont de l'expérience, il y en a quelques-uns, mais qui sont là par le bon vouloir de leur président, etc. Ce qui fait que la CEDEAO, on perçoit l'organisation comme une sorte de sinécure au détriment du travail politique qu'il faut absolument faire. Et il faut rendre aussi la CEDEAO plus autonome par rapport justement aux États. Je prends l'exemple, par exemple, de la Cour de justice. Si la Cour de justice pouvait fonctionner au détriment des chefs d'État, même si ça ne plaît pas aux chefs d'État, ça pourrait aider non seulement à l'ancrage de la démocratie, mais à faire avancer la justice
qui doit jouer un rôle pour faire avancer, par exemple, dans le droit communautaire, dans, je ne sais pas moi, les visions politiques sur l'agriculture, les visions politiques sur le changement climatique, etc. Il y a des choses importantes à faire. Cela fait plus de 10 ans qu'on lutte contre le terrorisme avec des partenaires dans le Sahel. On a vu Serval, Barkhane, Takuba, les forces onusiennes. En 10 ans, ça ne fait que s'empirer. Et quand les pays décident de s'allier récemment à la Russie en s'affranchissant de la France et qui sont lourdement armés, ils ont quand même réussi à avoir des exploits. Le Mali a par exemple repris Kidal. Mais ce qui étonne beaucoup d'observateurs, c'est que la CEDEAO n'a pas sorti un communiqué pour, disons, pour se réjouir ou bien féliciter le Mali. Donc, ce qui donne raison à ceux qui pensent que la CEDEAO reçoit des ordres de l'Élysée. Pourtant, la CEDEAO reçoit des ordres de l'Élysée. Peut-être que certains pays sont alliés à l'Élysée, mais pas tous les pays quand même de la CEDEAO. On ne peut pas dire que le Nigeria, qui a vu quand même, qui est arrivé à bout de la guerre de Biafra, où certaines grandes puissances étaient plus ou moins impliquées, ou en tout cas participaient d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ce grand pays qui va recevoir des ordres, justement, des grandes puissances qui ont vu échouer la guerre de Biafra, qui était bien manipulée. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que tout le monde, on est dans une situation de ce que je pourrais qualifier de crise existentielle. Crise existentielle pour les pays et les leaders de ces pays, parce que les forces de mutation et de changement sont tellement puissantes et incontrôlables que même ils peuvent connaître une instabilité de leur propre pouvoir. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose qui relève de la crise existentielle, c'est notre relation avec l'ancienne puissance colonisatrice et certains grands pays. Parce qu'il y a un changement stratégique très puissant qui risque de les d'affaiblir leur position dans les pays, à la fois du Sahel et dans les pays de l'Afrique, tout simplement. Et ça, je pense, véritablement, c'est une réalité. Et c'est pourquoi cette relation plus ou moins difficile aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali mérite d'être bien scrutée. Parce que l'organisation du Sahel vient essentiellement, on parle de la Libye, mais pour moi, de la guerre civile en Algérie avec le Front islamique du Sahel. Et toute cette guerre qui s'est répandue, de mon point de vue, dans un premier temps, dans le Sahel, dans le Nord Mali, avec la création de ce que Jean-Christophe Ruffin appelle les Katibou, etc. Donc, il ne faut pas exclure tout ça. C'est-à-dire, le changement est très lent. Après viendra l'affaire de la Libye qui va déstabiliser avec la circulation des armes de toutes sortes et des armes vraiment très puissantes. La drogue. La drogue, les cigarettes, tout ça, tous les trafics possibles et imaginables. Et ces gens ont besoin justement d'une instabilité pour pouvoir continuer leur trafic. Ça c'est le deuxième. Le troisième élément et l'élément le plus important à mon avis, c'est l'exploitation de certaines ressources stratégiques comme l'uranium, comme l'or, qui sont à la base des économies des grandes puissances. L'uranium et l'or. Et comment continuer à contrôler l'uranium et l'or? C'est-à-dire, un pays faible, comme le Mali faible, avec sur ses flancs des mouvements irrédentistes, je pense que est un besoin de certains. Ce qui fait qu'on a su maintenir pendant longtemps, justement, ce flou autour de tous ces mouvements-là. Après, ça a failli même dégénérer en une lutte ethnique au sein du Mali, Bambara contre Peul contre, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça, c'est une réussite, qu'on le veuille ou non, du pouvoir militaire, avec l'appui des Russes et de la Chine. Ce qui fait que la France elle-même est réfléchie, je pense. Oui. Elle a sorti un rapport des députés sur ses relations avec l'Afrique. Ouais. Mais ce qui m'a paru très bizarre, j'ai suivi la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale, mais
mais il y avait très peu de députés qui assistaient. Et pourtant, c'est une question stratégique pour la France.